Le néon du couloir du 23e étage grésillait depuis 3 semaines. Pierre Valmont l'entendait chaque soir quand il quittait son bureau, ce bourdonnement agaçant qui lui rappelait qu'il devait appeler la maintenance. Mais il ne l'appelait jamais, parce que les choses qui ne concernaient pas directement les chiffres, les contrats ou les réunions avec les actionnaires glissaient de son esprit comme l'eau sur du verre. Ce 31 décembre à 3 heures du matin, le néon grésillait toujours. Pierre se tenait dans l'ascenseur vitré qui montait lentement vers les bureaux de Valmont & Associés, sa société de distribution de produits de luxe implantée dans une tour moderne du quartier de la Confluence à Lyon. À travers les parois transparentes, la ville dormait sous une brume froide de fin d'année. Le Rhône serpentait dans l'obscurité. Les ponts éclairés formaient des arcs de lumière orange et quelques fenêtres restaient allumées çà et là. Des insomniaques, des fêtards attardés, des gens qui, comme lui, ne savaient plus comment habiter le silence. Il avait 52 ans, un visage anguleux que les magazines économiques qualifiaient de déterminé, des cheveux gris coupés courts, des costumes italiens sur mesure et ce regard fatigué qu'il voyait chaque matin dans le miroir sans vraiment le reconnaître. 3 divorces, 2 enfants adultes qui ne répondaient plus à ses appels. Un empire commercial qui portait son nom, mais qui ne lui appartenait plus vraiment. Les actionnaires avaient progressivement grignoté son autonomie au fil des années. Et cette insomnie chronique qui le forçait à errer dans des bureaux vides au milieu de la nuit, parce que son penthouse de 180 mètres carrés était devenu une cage de verre et de solitude. L'ascenseur s'arrêta avec un léger tintement métallique. Les portes s'ouvrirent sur le couloir plongé dans la pénombre. Le néon grésilla plus fort. Pierre sortit, ses chaussures résonnant sur le carrelage lisse. Il avait donné des congés payés à tous ses employés du 24 décembre au 2 janvier. Un geste généreux qui avait fait les gros titres du Progrès et de Lyon Capital. Pierre Valmont offre 2 semaines de repos à ses équipes. Le capitalisme peut-il avoir un cœur ? Avait titré un journaliste enthousiaste. Pierre avait souri pour la photo, serré des mains, prononcé un discours sur l'importance de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Mais la vérité était plus simple et plus pathétique. Il ne supportait plus de croiser des gens heureux pendant les fêtes. Leurs rires de machine à café, leurs projets de réveillon, leurs photos de famille affichées sur leur bureau, tout cela lui rappelait ce qu'il avait sacrifié. Il s'approcha de son bureau situé au fond du couloir, près de la baie vitrée qui donnait sur Lyon. La porte était légèrement entr'ouverte. Pierre s'arrêta net. Il était certain de l'avoir fermée à clé la veille. Son cœur accéléra. Un cambriolage ? Impossible. Le système de sécurité était censé être infaillible. Il sortit son téléphone, hésita à appeler la police, puis décida de vérifier d'abord. Peut-être avait-il oublié. Peut-être que la fatigue lui jouait des tours. Il poussa doucement la porte. L'intérieur du bureau était éclairé par la lumière bleutée de l'écran d'ordinateur resté allumé. Les meubles en bois sombre, le canapé de cuir, les tableaux contemporains au mur, la grande bibliothèque remplie de livres qu'il n'avait jamais lus, tout semblait à sa place. Sauf que le coffre-fort encastré derrière le tableau de Soulages était ouvert. Pierre sentit la sueur perler dans son dos. Il s'approcha lentement. Le coffre contenait des documents confidentiels, contrats d'acquisition, codes d'accès bancaire, correspondance avec des partenaires stratégiques. Tout ce qui pouvait détruire son entreprise s'il tombait entre de mauvaises mains. Mais rien ne semblait manquer. Les dossiers étaient là, soigneusement rangés, presque trop soigneusement. Un bruit léger provenait du couloir. Un frottement, comme quelqu'un qui marchait en essayant de ne pas faire de bruit. Pierre éteignit la lampe de bureau et se glissa derrière la porte, retenant sa respiration. Les pas se rapprochèrent. Une silhouette apparut dans l'encadrement. Une femme. Petite, mince, vêtue d'un uniforme bleu marine de nettoyage. Elle portait des gants en latex et tenait un téléphone à la main. Aïssata Traoré. Pierre la reconnut immédiatement. 56 ans. Cheveux gris attachés en chignon strict, visage aux traits marqués par la fatigue et les années.
Elle travaillait comme femme de ménage dans l'immeuble depuis qu'il avait emménagé 8 ans plus tôt. Ils se croisaient parfois le soir, quand Pierre restait tard. Elle le saluait d'un « Bonsoir, monsieur Valmont » poli. Il répondait d'un hochement de tête distrait et ils continuaient chacun leur chemin. Il ne connaissait rien d'elle, pas son prénom, jusqu'à ce qu'il le lise sur son badge il y a quelques mois. Pas son histoire, pas sa vie. Elle était simplement une présence discrète qui faisait disparaître la saleté et le désordre, une de ces personnes invisibles qui maintenaient le monde en ordre pendant que les autres dormaient. Mais là, debout dans son bureau à 3 heures du matin, Aïssata n'avait rien d'invisible. Elle se dirigea directement vers le coffre-fort ouvert, sortit son téléphone et commença à photographier méthodiquement les documents. Ses gestes étaient précis, rapides, professionnels. Ce n'était pas un vol opportuniste, c'était planifié. Pierre resta immobile, le cœur battant. Il aurait dû intervenir, crier, appeler la sécurité. Mais quelque chose le paralysait, une curiosité malsaine. Une fascination horrible pour cette scène surréaliste. La femme qui nettoyait ses déchets depuis 8 ans était en train de le voler. Et il voulait savoir pourquoi. Aïssata termina de photographier les derniers documents, referma soigneusement le coffre, replaça le tableau devant, vérifia que tout était en ordre, puis sortit du bureau aussi silencieusement qu'elle était entrée. Pierre attendit quelques secondes, puis la suivit à distance dans le couloir faiblement éclairé. Elle ne se dirigea pas vers les ascenseurs comme il s'y attendait. Elle tourna à droite, vers les toilettes réservées aux cadres, au bout du couloir. Pierre s'arrêta à une dizaine de mètres, tapi dans l'ombre. Aïssata poussa la porte des toilettes et disparut à l'intérieur. 1 minute passa, 2 minutes, 5 minutes. Elle ne ressortait pas. Pierre s'approcha lentement de la porte. Aucun bruit ne filtrait. Il colla son oreille contre le battant. Rien. Puis, un son étouffé. Comme quelqu'un qui pleure en essayant de se retenir. Pierre fronça les sourcils. Il posa la main sur la poignée, hésita encore, puis poussa doucement la porte. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Les toilettes pour cadre étaient spacieuses, presque luxueuses. Marbre blanc, miroir encadré de chrome, éclairage tamisé. Mais derrière la grande poubelle en inox, contre le mur du fond, il y avait un matelas de camping plié avec soin. À côté, un sac de voyage usé. Sur le rebord du lavabo, une brosse à dents, un tube de dentifrice, un savon. Suspendu au crochet de la porte d'un cabinet, un uniforme de rechange. Et par terre, assise le dos contre le mur, Aïssata Traoré tenait entre ses mains tremblantes une photographie froissée d'un jeune homme au sourire éclatant. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Ses yeux étaient fermés, son visage ravagé par les larmes silencieuses. Elle serrait la photo contre sa poitrine comme si c'était la seule chose au monde qui l'empêchait de s'effondrer complètement. À ses pieds, le téléphone affichait encore les images volées des documents du coffre-fort. Pierre resta figé dans l'encadrement de la porte. Un millier de pensées se bousculaient dans son esprit. Appeler la police, la virer, lui demander des explications, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Parce que ce qu'il voyait ne correspondait à rien de ce qu'il avait anticipé. Ce n'était pas une voleuse professionnelle, ce n'était pas une espionne industrielle, c'était une femme brisée qui dormait dans des toilettes et qui pleurait en regardant la photo de quelqu'un qu'elle avait perdu. Il fit un pas en avant. Le carrelage émit un léger craquement. Aïssata ouvrit brusquement les yeux, tourna la tête vers lui et la terreur se peignit sur son visage. Elle cacha précipitamment le téléphone dans sa poche, s'essuya les yeux avec sa manche et se releva maladroitement, s'appuyant contre le mur. Pendant quelques secondes interminables, ils se regardèrent sans parler. Pierre, en costume froissé, les traits tirés par l'insomnie. Aïssata, en uniforme de nettoyage, les yeux rougis par les larmes. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda finalement Pierre d'une voix blanche. Aïssata ne répondit pas immédiatement. Elle semblait calculer ses options, peser le pour et le contre d'une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Puis, comme si elle abandonnait tout espoir de s'en sortir, elle dit simplement
Depuis que vous m'avez donné ces vacances généreuses que je ne peux pas me permettre de prendre. » Sa voix était calme, presque détachée, mais Pierre y décela une colère sourde, une amertume accumulée pendant des années. 4 mois, ajouta-t-elle en soutenant son regard. Depuis que mon propriétaire a vendu l'immeuble où je louais un studio, depuis que le nouveau propriétaire a triplé le loyer et que je n'ai plus eu les moyens de payer, depuis que je me suis retrouvé à la rue avec un sac et nulle part où aller. Pierre ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Aïssata ne lui laissa pas le temps. « Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas demandé d'aide ? Pourquoi je n'ai pas sollicité les services sociaux, les associations, toutes ces structures magnifiques que les gens comme vous financent pour se donner bonne conscience ? Parce que quand on travaille, Monsieur Valmont, on n'a pas le droit d'être pauvre. On nous dit qu'on gagne trop pour les aides d'urgence, mais pas assez pour payer un loyer décent à Lyon. On nous dit de faire des économies. Mais comment économiser quand on gagne 1 200 € par mois et qu'un studio coûte 800 €? Pierre resta silencieux. Chaque mot d'Aïssata le frappait comme une accusation personnelle. « J'ai demandé une augmentation il y a 1 an, continua-t-elle. On m'a répondu que mon salaire était conforme au marché. J'ai demandé plus d'heures. On m'a dit qu'il n'y avait pas de budget. Alors j'ai fait ce que font toutes les femmes comme moi. J'ai cumulé les petits boulots, je nettoyais vos bureaux la nuit, je faisais le ménage chez des particuliers le matin, je gardais des enfants l'après-midi, 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Et malgré ça, je ne pouvais pas payer un loyer. » Elle s'interrompit, inspira profondément, comme si elle puisait dans ses dernières réserves de force. « Alors oui, j'ai dormi dans vos toilettes, dans les gares, dans les parcs quand il faisait doux. Et j'ai continué à venir travailler chaque soir, à nettoyer vos bureaux impeccables, à vider vos poubelles, à faire disparaître toute trace de votre existence confortable. Parce que c'est mon travail, parce que si je le perds, je n'ai plus rien. » Pierre sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya contre le lavabo. « Pourquoi ne pas être venu me voir ?» demanda-t-il faiblement. Aïssata eut un rire bref, sans joie. « Vous croyez vraiment qu'un PDG écoute sa femme de ménage, Monsieur Valmont? Vous croyez que si j'avais frappé à votre porte pour vous dire « Excusez-moi, je dors dans les toilettes », vous auriez fait autre chose que me licencier pour comportement inapproprié? » Pierre ne sut quoi répondre, parce qu'elle avait raison. Il l'aurait fait. Il aurait appelé les RH, signé les papiers de licenciement, et se serait dit qu'il n'avait pas le choix, que c'était regrettable mais nécessaire. « Et le coffre-fort ?» demanda-t-il en désignant le téléphone dans sa poche. « Qu'est-ce que vous cherchiez ?» Aïssata le regarda longuement, comme si elle évaluait s'il méritait la vérité. Puis elle sortit lentement son téléphone et le lui tendit. « Regardez vous-même. » Pierre prit le téléphone avec des mains tremblantes. L'écran affichait une série de photos de documents, des contrats d'embauche, des relevés bancaires, des échanges de mails entre Jean-Marc Duchesne, directeur de la boutique Valmont de la rue de Rivoli à Paris, et plusieurs fournisseurs. Pierre fit défiler les images, les yeux s'écarquillant progressivement. Des factures gonflées, des inventaires truqués, des virements suspects vers des comptes offshore. Et au milieu de tout ça, des accusations de vol portées contre des employés, dont un certain Mamadou Traoré. Pierre releva la tête vers Aïssata. « Votre fils ?» Elle hocha lentement la tête. « Mon fils unique, 23 ans. Il travaillait dans votre boutique de Paris comme vendeur depuis 2 ans. Un bon garçon, sérieux, diplômé d'un BTS commerce. Il rêvait de faire carrière dans le luxe. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se ressaisit. « Il y a 6 mois, Duchesne l'a accusé d'avoir volé une montre de 8 000 €. Mamadou a juré qu'il était innocent. Il a demandé à voir les enregistrements de vidéosurveillance. Duchesne a prétendu que les caméras étaient en panne ce jour-là. La police a trouvé la montre dans le casier de Mamadou. Il a été arrêté, placé en garde à vue, puis en détention préventive en attendant le procès. » Pierre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Vous pensez qu'il a été piégé ? » ?»« Je ne pense pas, Monsieur Valmont, je le sais. Parce que Mamadou m'a raconté ce qui s'est vraiment passé. 2 semaines avant son arrestation,
Il a remarqué des irrégularités dans les inventaires, des articles qui disparaissaient sans être vendus. Il en a parlé à Duchesne. Duchesne lui a dit de se mêler de ses affaires. Mamadou a insisté. Il voulait faire un rapport au RH. Et 2 jours plus tard, la montre apparaissait mystérieusement dans son casier. Elle inspira profondément, les poings serrés. Mon fils est en prison depuis 6 mois pour un crime qu'il n'a pas commis. J'ai dû emprunter de l'argent à des usuriers pour payer un avocat. C'est pour ça que je me suis retrouvé à la rue. Et pendant tout ce temps, j'ai essayé de vous contacter. J'ai envoyé des mails au RH. J'ai demandé des rendez-vous. On m'a répondu que je devais suivre les procédures officielles. Les procédures officielles, Monsieur Valmont, c'est le système qui protège les Jean-Marc Duchesne de ce monde. Pas les Mamadou. Pierre parcourut à nouveau les photos sur le téléphone. Les preuves étaient de là, accablantes. Duchesne détournait des fonds depuis au moins 2 ans. Il gonflait les factures, revendait la marchandise au noir et accusait les employés honnêtes de vol pour couvrir ses traces. « Comment avez-vous obtenu ces documents ?» demanda Pierre, incrédule. « J'ai fouillé vos bureaux pendant 3 mois, » répondit Aïssata, sans la moindre honte. « Chaque soir, pendant que je nettoyais, je cherchais. J'ai appris à crocheter votre coffre-fort grâce à des tutoriels YouTube. J'ai photographié tous les documents qui mentionnaient Duchesne. J'ai reconstitué le puzzle pièce par pièce, parce que c'était la seule façon de sauver mon fils. » Pierre se laissa glisser contre le mur et s'assit par terre, complètement dépassé. Aïssata s'assit en face de lui, épuisé. « Vous auriez pu vendre ces informations à la concurrence, » dit-il lentement. « Vous auriez pu me faire chanter. Vous auriez pu gagner assez d'argent pour sortir de cette situation. » Aïssata secoua la tête. « Non, parce que je ne veux pas d'argent sale. Je veux que la vérité éclate. Je veux que mon fils soit innocenté. Et je veux que des hommes comme Duchesne paient pour ce qu'ils font. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous êtes la seule personne qui peut faire ça, Monsieur Valmont. Vous êtes le PDG. Vous avez le pouvoir. Et aussi pathétique que ça puisse paraître, je croyais encore qu'il existait des gens puissants qui faisaient ce qui était juste. » Le silence retomba entre eux. Le néon du couloir grésillait toujours. Quelque part dans la nuit, une sirène de police hurlait. Pierre regardait cette femme assise par terre dans des toilettes qui lui servaient de chambre, cette femme qui avait risqué sa liberté pour sauver son fils, et il réalisait avec une clarté terrible qu'il ne savait rien. Rien de ces vies qui s'écoulaient dans l'ombre de son empire, rien de ces injustices quotidiennes que son confort lui permettait d'ignorer. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-il finalement. Aïssata sortit la photo froissée de sa poche et la lui tendit. C'était le portrait d'un jeune homme souriant, en costume, devant la boutique Valmont de Paris. Ses yeux brillaient de fierté et d'espoir. « Sortez mon fils de prison, » dit-elle simplement. « Arrêtez Duchesne. Et faites en sorte que plus jamais un employé honnête ne soit sacrifié pour protéger un voleur en col blanc. » Pierre prit la photo entre ses mains. Le jeune homme lui ressemblait un peu, il y a 30 ans, avant que l'argent et le pouvoir ne transforment l'ambition en indifférence. « D'accord, » dit-il d'une voix rauque. Aïssata le regarda, incrédule. « D'accord? C'est tout? »« Non, » répondit Pierre en se relevant difficilement. « Ce n'est pas tout. Vous allez arrêter de dormir dans ces toilettes. Vous allez venir vivre temporairement chez moi jusqu'à ce que nous trouvions une solution décente. Et nous allons tout faire pour laver le nom de votre fils. » Aïssata se leva à son tour, méfiante. « Pourquoi vous feriez ça ?» Pierre la regarda longuement avant de répondre. « Parce que je viens de passer 3 heures à vous observer voler mes secrets, et que c'est la première fois en 30 ans que quelqu'un me rappelle pourquoi j'ai créé cette entreprise. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, mais parce que je croyais construire quelque chose de juste. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Ramassez vos affaires, on part !» 3 jours plus tard, Aïssata Traoré vivait dans la chambre d'amis du penthouse de Pierre Valmont, au 18e étage d'un immeuble de standing de la presqu'île. La pièce avait vue sur la Saône, des murs blancs immaculés, un grand lit avec une couette en duvet et une salle de bain privative. Aïssata n'avait apporté qu'un seul sac. Elle refusa d'utiliser la penderie comme si elle se préparait déjà à repartir.
Le premier soir, ils dînèrent en silence à la grande table de la salle à manger. Lui à un bout, elle à l'autre, séparés par 3 mètres de bois précieux et par un gouffre de classe sociale. Pierre avait commandé des plats chez un traiteur japonais. Aïssata mangea du bout des baguettes, mal à l'aise. Au dessert, Pierre demanda « Parlez-moi de Mamadou ». Aïssata posa ses baguettes. « Pourquoi ? Parce que si je dois me battre pour lui, j'ai besoin de savoir qui il est. » Alors Aïssata parla. Elle raconta comment Mamadou était né à Bamako, au Mali, et comment elle l'avait emmené en France à l'âge de 5 ans, fuyant un mari violent. Elle raconta les années de galère, les logements insalubres, les petits boulots enchaînés pour le nourrir et le scolariser. Elle raconta sa fierté quand Mamadou avait obtenu son bac avec mention, puis son BTS. Elle raconta son premier jour de travail chez Valmont, comment il était rentré le soir en disant « Maman, j'ai réussi. Je vais pouvoir te rembourser tout ce que tu as fait pour moi. » Sa voix se brisa. Pierre lui tendit un mouchoir. Elle le refusa. « Je n'ai pas besoin de votre pitié, monsieur Valmont. J'ai besoin de votre aide. » Le deuxième soir, Pierre rentra tard d'une réunion avec ses avocats. Il avait lancé discrètement une enquête interne sur Jean-Marc Duchesne. Ce qu'ils avaient découvert en 48 heures était pire que prévu. Duchesne ne détournait pas seulement des fonds. Il avait monté un réseau sophistiqué de revente de marchandises volées, impliquant plusieurs employés complices et des receleurs professionnels. Et il avait accusé au moins 4 employés honnêtes de vol au cours des 2 dernières années pour couvrir ses traces. Tous avaient été licenciés sans indemnité. Certains avaient un casier judiciaire désormais. Quand Pierre rentra et raconta tout ça à Aïssata, elle ne dit rien. Elle se leva simplement, alla dans sa chambre et ferma la porte. Pierre l'entendit pleurer à travers le mur. Il resta debout dans le couloir, impuissant, réalisant qu'il ne savait pas comment consoler quelqu'un. Il avait oublié, ou peut-être ne l'avait-il jamais su. Le 3e soir, Pierre reçut un appel de Gérard Monteil, son directeur juridique. « Pierre, il faut qu'on parle. Cette histoire avec Duchesne. Si on porte plainte, ça va faire un scandale. Les médias vont se jeter dessus. Les actionnaires vont paniquer. Tu es sûr de vouloir aller jusque-là ?» Pierre regarda Aïssata qui mettait la table pour le dîner, comme si c'était naturel, comme si elle ne pouvait pas s'empêcher de travailler même quand elle était invitée. « Oui, répondit-il. On va jusqu'au bout. » Il raccrocha. Aïssata le regarda. « Vous allez le regretter. Probablement. Pourquoi alors ?» Pierre ne répondit pas tout de suite. Il se servit un verre de vin, en offrit un à Aïssata qui refusa, puis dit « Parce que depuis 3 jours, je dors mieux que je n'ai dormi en 10 ans. Et je pense que c'est parce que, pour la première fois, je fais quelque chose qui a du sens. » Le 4e soir, Pierre organisa un rendez-vous secret avec Thomas Béranger, avocat pénaliste réputé, spécialisé dans les affaires de col blanc. Ils se retrouvèrent dans un café discret du Vieux-Lyon. Pierre posa sur la table le téléphone d'Aïssata contenant toutes les preuves contre Duchesne. « C'est solide ?» demanda Béranger après avoir tout examiné. « Très. Alors pourquoi vous hésitez ?» Pierre but une gorgée de café froid. Parce que ces preuves ont été obtenues illégalement, par effraction, vol de documents confidentiels. Béranger fronça les sourcils. Qui a fait ça? Une employée, pour sauver son fils injustement accusé. L'avocat siffla doucement. C'est compliqué. Si vous utilisez ces preuves, Duchesne peut argumenter qu'elles sont irrecevables et l'employé risque des poursuites. Je sais. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Pierre réfléchit longuement. Je veux trouver un moyen de coincer Duchesne sans exposer Aïssata. Béranger sourit légèrement. Aïssata, vous l'appelez par son prénom maintenant. Pierre ne releva pas. Vous pouvez m'aider ou pas? Donnez-moi une semaine. Les jours suivants furent étranges. Pierre et Aïssata développèrent une routine inhabituelle. Le matin, Pierre partait travailler. Aïssata nettoyait l'appartement, même si Pierre lui avait dit 1000 fois qu'elle n'avait pas à le faire. L'après-midi, elle allait voir Mamadou en prison. Le soir, ils dînaient ensemble et Aïssata racontait comment allait son fils, son moral, ses peurs, son espoir vacillant.
Un soir, Aïssata demanda « Vous avez des enfants, monsieur Valmont ?»« 2. Un fils et une fille. Vous les voyez souvent ?» Pierre hésita. « Non. »« Pourquoi ?»« Parce qu'ils me détestent. Et ils ont probablement raison. » Aïssata posa sa fourchette. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« J'ai choisi le travail. Toujours. Leurs anniversaires, leurs pièces de théâtre à l'école, leurs remises de diplômes. J'étais en réunion, en voyage d'affaires, en train de construire un empire qui devait leur assurer un avenir confortable. Sauf qu'ils ne voulaient pas un avenir confortable. Ils voulaient un père. » Aïssata le regarda longuement. « Il n'est jamais trop tard. » Pierre eut un rire amer. « Vous croyez ça ? Je crois que les enfants pardonnent plus facilement qu'on ne le pense, à condition qu'on arrête de se mentir à soi-même. » Cette nuit-là, Pierre ne dormit pas. Il pensait à ses enfants, à Mathilde, 30 ans, avocate brillante qui avait coupé les ponts après son 3e divorce. À Antoine, 27 ans, musicien bohème, qui lui reprochait d'avoir tué la créativité avec l'argent. Quand les avait-il vus pour la dernière fois? Il ne s'en souvenait même plus. Le lendemain matin, il envoya un message à Mathilde. « Je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'aimerais qu'on se voie, s'il te plaît. » La réponse arriva 6 heures plus tard. « Pourquoi maintenant ?» Pierre tapa et effaça 3 réponses différentes avant d'écrire simplement « Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce que c'était d'être humain. » Pas de réponse. 10 jours après sa découverte nocturne, Pierre reçut un appel de Thomas Béranger. « J'ai trouvé une solution. On ne peut pas utiliser directement les preuves d'Aïssata, mais on peut lancer une enquête interne officielle sur la base de soupçons d'irrégularité comptable. Une fois l'enquête lancée, on découvrira légalement les mêmes preuves. Ça prendra plus de temps, mais c'est béton juridiquement. » Combien de temps? 2 à 3 mois. Mamadou est en prison depuis 6 mois. Je sais, mais c'est la seule façon de le faire proprement. Pierre raccrocha et alla trouver Aïssata qui lisait dans le salon. « On a un plan pour coincer Duchesne, mais ça va prendre du temps. » Aïssata ferma son livre. « Combien ? 2 à 3 mois. » Elle ne dit rien pendant une longue minute. Puis, « Mamadou ne tiendra pas. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Je veux dire qu'il est en train de se briser. Chaque fois que je vais le voir, je vois la lumière s'éteindre un peu plus dans ses yeux. Il commence à croire qu'il ne sortira jamais, que personne ne le croira jamais, qu'il restera un voleur pour toujours. » Pierre s'assit à côté d'elle. « On va le sortir de là. Je vous le promets. Vous ne pouvez pas promettre ça. »« Mais alors qu'est-ce que vous voulez que je vous promette ?» Aïssata le regarda avec une intensité douloureuse. « Promettez-moi que vous ne lâcherez pas, que quand ça deviendra difficile, quand les actionnaires et les avocats vous diront d'abandonner, vous tiendrez bon. Promettez-moi ça. » « Je vous le promets. » Mais Pierre ne savait pas encore à quel point tenir cette promesse allait lui coûter. Le scandale éclata un jeudi matin, 3 semaines après le lancement de l'enquête interne. Pierre était dans son bureau quand son téléphone explosa littéralement de notifications. Des dizaines d'appels manqués, des messages affolés de son équipe de communication et un email de Jean-Marc Duchesne avec pour objet « Vous allez le regretter ». Pierre ouvrit l'email. Pas de texte, juste un lien vers un article du Parisien publié 1 heure plus tôt. Le titre lui donna la nausée. Pierre Valmont, PDG millionnaire, héberge illégalement une employée, liaison cachée ou favoritisme scandaleux. L'article était un massacre. Des photos de Pierre et Aïssata entrant ensemble dans son immeuble. Des témoignages anonymes d'employés prétendant qu'Aïssata bénéficiait de privilèges inexpliqués. Des insinuations à peine voilées sur une relation inappropriée. Et surtout cette phrase qui fit trembler Pierre. Selon nos sources, Madame Traoré serait la mère de Mamadou Traoré, actuellement en détention préventive pour vol aggravé dans une boutique Valmont. Le PDG tenterait-il d'influencer la justice en hébergeant la mère du suspect? Pierre lâcha son téléphone. Ses mains tremblaient. Son assistante, Valérie, entra en trombe dans le bureau, le visage blême. « Monsieur Valmont, les actionnaires demandent une réunion d'urgence. » Les journalistes campent devant l'immeuble et le service communication a reçu 42 demandes d'interview en 1 heure.
Qu'est-ce qu'on fait ?» Pierre ne répondit pas. Il regardait fixement l'écran de son ordinateur où l'article s'affichait, le détruisant mot après mot. Quelqu'un avait suivi Aïssata, photographié leur déplacement, monté un dossier complet. Ce n'était pas du journalisme, c'était une exécution. « Duchesne », murmura-t-il. « C'est Duchesne. » Valérie fronça les sourcils. Le directeur de la boutique parisienne, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Pierre se leva brusquement. Tout. Il a tout à voir. Appelez Thomas Béranger, immédiatement, et dites aux actionnaires que je les verrai à 15 heures. Qu'est-ce que je dis aux journalistes? Rien. Absolument rien. Quand Pierre rentra chez lui à midi, Aïssata était assise sur le canapé, le journal étalé devant elle. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était simplement immobile, les yeux fixés sur sa propre photo en première page, une photo floue, prise à distance, où on la voyait entrer dans l'immeuble de Pierre. Sous la photo, la légende. Aïssata Traoré, 56 ans, femme de ménage et mère d'un présumé voleur, bénéficie du soutien personnel du PDG Pierre Valmont. « Je suis désolé », dit Pierre en refermant la porte derrière lui. Aïssata leva les yeux vers lui. Son visage était un masque de pierre. « Vous saviez que ça arriverait ?»« Non, je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. »« Eh bien, maintenant, vous savez. » Elle se leva, plia soigneusement le journal et le posa sur la table. « Je vais faire mes bagages. » Pierre fit un pas vers elle. « Non, vous restez. Vous ne comprenez pas, monsieur Valmont. Si je reste, ils vont vous détruire. Ils vont salir votre réputation, faire croire que vous êtes corrompu, que vous protégez un criminel. Vos actionnaires vont vous lâcher, vos clients vont vous boycotter. Tout ce que vous avez construit va s'effondrer. Alors ça s'effondrera. » Aïssata le regarda comme s'il était devenu fou. « Pourquoi? Pourquoi risquer tout ça pour moi? Pour Mamadou? Vous nous connaissez à peine. » Pierre s'approcha d'elle. « Parce que si je vous laisse partir maintenant, si j'abandonne votre fils pour sauver ma réputation, je ne serai plus capable de me regarder dans un miroir. Parce que j'ai passé 30 ans à construire un empire sur l'indifférence et que je refuse de continuer. Parce que... » Il s'interrompit cherchant ses mots. « Parce que pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Et ça vaut tous les empires du monde. » Aïssata secoua la tête, les larmes aux yeux. « Vous êtes un idiot. » « Probablement. Mais je suis un idiot qui va se battre. » La réunion avec les actionnaires fut une boucherie. 15 hommes et femmes en costume sombre, assis autour de la grande table ovale de la salle de conseil. Ils avaient tous lu l'article, tous vu les photos, et tous avaient la même expression, la panique mêlée à la colère. Philippe Darmon, le plus gros actionnaire avec 18% des parts, prit la parole en premier. « Pierre, tu te rends compte du merdier dans lequel tu nous as mis? Les clients nous appellent pour annuler leurs commandes. Les fournisseurs s'inquiètent. Et la presse nous traîne dans la boue. Tout ça parce que tu as décidé de jouer les chevaliers blancs avec une femme de ménage. » Pierre resta debout, refusant de s'asseoir. « Cette femme de ménage, comme tu l'appelles, s'appelle Aïssata Traoré. Elle travaille pour nous depuis 8 ans et son fils a été injustement accusé de vol par Jean-Marc Duchesne, qui détourne des fonds de l'entreprise depuis 2 ans. » Un murmure parcourut la table. Darmon fronça les sourcils. « Tu as des preuves, solides. L'enquête interne est en cours. Dans quelques semaines, nous aurons tout ce qu'il faut pour porter plainte. » « Quelques semaines ?» intervint Sylvie Moreau, directrice financière. « Pierre, dans quelques semaines, on n'aura plus d'entreprise. Les actions ont chuté de 12% ce matin. Les banques s'inquiètent. Si on ne fait pas quelque chose rapidement, on coule. »« Alors, qu'est-ce que tu proposes ?» demanda Pierre froidement. « Que tu te mettes en retrait, temporairement, le temps que l'orage passe. On nomme un PDG intérimaire, on publie un communiqué expliquant que tu as agi de manière inappropriée mais sans intention malveillante, et on coupe tous les liens avec cette femme et son fils. » Pierre sentit la rage monter en lui. « Vous voulez que j'abandonne une innocente pour sauver les apparences ? On veut que tu sauves l'entreprise !» cria Darmon en frappant du poing sur la table. « Bordel, Pierre, réveille-toi.
Tu n'es plus un jeune idéaliste qui se bat contre les injustices. Tu es un PDG avec des responsabilités envers des centaines d'employés, des milliers de clients, des actionnaires qui ont investi leur argent en croyant en toi. Et qu'est-ce que je deviens si je trahis mes principes pour garder tout ça? Tu deviens un homme qui comprend que le monde ne fonctionne pas sur des principes, mais sur des compromis. Le silence retomba. Pierre regarda un par un les visages autour de la table. Certains évitaient son regard, d'autres le fixaient avec hostilité. Personne ne le soutenait, personne. « Je refuse, dit-il calmement. Je ne me mettrai pas en retrait. Je ne lâcherai pas Aïssata, et je ferai tomber Duchesne quoi qu'il m'en coûte. » Darmon se leva lentement. « Très bien. Dans ce cas, je lance une motion de défiance. Si la majorité des actionnaires votent pour, tu seras démis de tes fonctions. » Pierre soutint son regard. « Fais ce que tu as à faire. » Le vote eut lieu 3 jours plus tard. Pierre perdit par 9 voix contre 6. Il fut officiellement démis de ses fonctions de PDG et remplacé par un intérimaire choisi par les actionnaires. On lui laissa un bureau symbolique avec le titre de président honoraire, mais plus aucun pouvoir décisionnel. 30 ans de travail effacés en une réunion de 45 minutes. Quand Pierre rentra chez lui ce soir-là, Aïssata était en train de préparer le dîner. Elle leva les yeux vers lui et comprit immédiatement. « Ils vous ont viré. » Pierre enleva sa veste et s'assit lourdement sur une chaise. « Techniquement, je suis toujours dans l'entreprise, mais oui, je n'ai plus aucun pouvoir. » Aïssata s'essuya les mains sur son tablier et vint s'asseoir en face de lui. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, c'était mon choix. Un choix stupide. Peut-être. Mais c'était mon choix, pour une fois. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Aïssata dit doucement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pierre releva la tête. On continue. L'enquête interne suit son cours. Thomas Béranger travaille sur le dossier de Mamadou. Et moi? Il eut un sourire amer. Moi, j'ai du temps libre pour la première fois en 30 ans. Mais Pierre avait sous-estimé la cruauté du système qu'il avait lui-même contribué à créer. 3 jours après son éviction, un nouvel article parut, cette fois dans Le Figaro. Le titre était encore plus destructeur. Pierre Valmont, incompétence, favoritisme et possible détournement de fonds. L'article prétendait que Pierre avait utilisé l'argent de l'entreprise pour financer des dépenses personnelles douteuses, incluant l'hébergement d'Aïssata et les honoraires de l'avocat de Mamadou. C'était faux. Pierre avait tout payé de sa poche. Mais la boue était lancée et elle collait. Le lendemain, ses enfants se manifestèrent, pas pour le soutenir, pour l'attaquer. Mathilde et Antoine publièrent un communiqué conjoint, se dissociant publiquement de leur père et demandant une enquête sur sa gestion de l'entreprise familiale. Ils s'alliaient ouvertement aux actionnaires pour tenter de le faire déclarer mentalement inapte et prendre le contrôle de ses parts. Quand Pierre lut le communiqué, quelque chose se brisa définitivement en lui. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste une acceptation froide et terrible. Il avait perdu sa famille bien avant ce scandale. Il l'avait perdu le jour où il avait choisi les réunions plutôt que les anniversaires, les voyages d'affaires plutôt que les vacances en famille, l'argent plutôt que la présence. Aïssata le trouva debout devant la baie vitrée, regardant Lyon s'illuminer dans le crépuscule. Elle s'approcha sans bruit. « Vos enfants ?» demanda-t-elle doucement. Pierre hocha la tête sans se retourner. Ils profitent de la situation pour régler leurs comptes. Je ne peux pas leur en vouloir. Je leur ai donné toutes les raisons du monde de me haïr. Vous pouvez encore arranger les choses. Non, certaines choses sont brisées au-delà de toute réparation. Il se tourna vers elle. Mais je peux encore sauver Mamadou. Et ça devra suffire. Le procès de Mamadou approchait. Thomas Béranger avait réussi à obtenir un report de 2 mois grâce aux nouvelles preuves découvertes lors de l'enquête interne. Mais le dossier restait fragile. La montre avait été trouvée dans le casier de Mamadou. Les caméras étaient effectivement en panne ce jour-là et Duchesne avait monté une défense solide, soutenue par des avocats payés par des fonds mystérieux, probablement l'argent qu'il avait détourné. Un soir, Pierre reçut un appel de Béranger. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, on a trouvé un témoin.
un ancien employé de la boutique qui était présent le jour du vol présumé. Il est prêt à témoigner que Duchesne a lui-même placé la montre dans le casier de Mamadou. Et la mauvaise? Il a peur. Duchesne l'a menacé, sa famille aussi. Il ne témoignera que si on lui garantit une protection. Combien ça coûte? Ce n'est pas une question d'argent, Pierre. C'est une question de sécurité. On parle de relocalisation, de changement d'identité si nécessaire. Et officiellement, je ne peux pas organiser ça. Pierre réfléchit rapidement. Laisse-moi m'en occuper. Il raccrocha et passa les 3 jours suivants à mobiliser ses derniers contacts. Des gens qui lui devaient des faveurs, des amis d'avant le scandale qui n'avaient pas encore tourné le dos. Il organisa la protection du témoin, trouva un appartement sécurisé, paya de sa poche tous les frais. Il brûla ses derniers ponts, utilisa ses dernières ressources. Aïssata le regardait s'épuiser, passer des nuits blanches au téléphone, négliger sa santé, et elle ne disait rien. Mais un soir, alors qu'il s'endormait sur le canapé, épuisé, elle posa une couverture sur lui et murmura « Merci ». Pierre ouvrit les yeux. « Pourquoi me remercier ? Je suis en train de détruire ma vie. » « Non, vous êtes en train de la reconstruire. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais c'est ce que vous faites. » Le procès de Mamadou eut lieu un mardi pluvieux de mars, au tribunal de grande instance de Paris. La salle était bondée. Des journalistes, des curieux, des employés de Valmont venus soutenir Mamadou, chose qui surprit tout le monde, y compris Pierre. Aïssata était assise au premier rang, les mains jointes, le visage figé par l'angoisse. Pierre était à côté d'elle, tenant sa main sans se soucier des regards et des caméras. Mamadou entra menottes au poignet, escorté par 2 gendarmes. C'était la première fois que Pierre le voyait en personne. Le jeune homme était maigre, voûté, avec des cernes profonds sous les yeux. Mais quand il aperçut sa mère, quelque chose s'alluma brièvement dans son regard. De l'espoir, fragile mais réel. Le procès dura 3 jours. L'accusation présenta les preuves. La montre trouvée dans le casier, les accusations de Duchesne, les témoignages de collègues qui avaient remarqué un comportement suspect chez Mamadou. Puis vint la défense. Thomas Béranger démonta méthodiquement chaque argument. Il présenta les documents prouvant que Duchesne détournait des fonds. Il montra les irrégularités comptables. Il expliqua le système de vol organisé et comment Mamadou, en refusant d'y participer, était devenu une menace. Et puis, le 3e jour, le témoin protégé entra dans la salle. Un homme d'une 30aine d'années, nerveux, tremblant. Il raconta comment Duchesne lui avait ordonné de placer la montre dans le casier de Mamadou, comment il avait obéi par peur de perdre son emploi, comment il s'était tu pendant des mois par lâcheté jusqu'à ce que sa conscience ne le laisse plus dormir. Le procureur tenta de décrédibiliser le témoin. Les avocats de Duchesne l'accusèrent de mentir pour obtenir une immunité, mais le témoignage tenait. Trop de détails concordaient, trop de preuves s'alignaient. Quand le juge annonça une suspension pour délibérer, Aïssata éclata en sanglots silencieux. Pierre la serra contre lui, ignorant les flashs des photographes, les murmures dans la salle. À cet instant, il se fichait de ce que pensaient les gens. Il se fichait de sa réputation, de son entreprise, de tout. La seule chose qui comptait, c'était cette femme brisée dans ses bras et ce jeune homme qui attendait son verdict, les yeux fermés, priant un Dieu auquel il avait peut-être cessé de croire. Le verdict tomba 2 heures plus tard. Non coupable. Mamadou Traoré était innocenté de toutes les charges. La cour reconnaissait qu'il avait été victime d'un coup monté. Jean-Marc Duchesne, présent dans la salle, devint livide. Des policiers s'approchèrent de lui immédiatement. Il était placé en garde à vue pour détournement de fonds, faux témoignages et complicité de vol. Aïssata s'effondra, pas de soulagement, pas de joie, juste un effondrement total, comme si tous les muscles qui l'avaient maintenu debout pendant des mois lâchaient d'un coup. Pierre la rattrapa, la soutint, et ensemble, ils regardèrent Mamadou se faire retirer les menottes. Le jeune homme se tourna vers eux, les larmes coulant sur ses joues. Il fit 3 pas hésitant vers sa mère, puis courut et la serra dans ses bras avec une force désespérée.
Aïssata sanglotait, répétant « Mon fils, mon fils, mon fils » comme une litanie, comme une prière exaucée après des mois de calvaire. Pierre recula discrètement, leur laissant cet instant. Mais Mamadou leva les yeux vers lui et dit d'une voix rauque « Merci, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais merci. » Pierre ne trouva rien à répondre. Il hocha simplement la tête, la gorge nouée. Le soir même, les médias explosèrent, non plus contre Pierre, mais contre Duchesne. Les journaux qui avaient traîné Pierre dans la boue publiaient maintenant des unes sensationnelles. Jean-Marc Duchesne, le vrai voleur, était le directeur. Pierre Valmont avait raison, un innocent sauvé de la prison. Mais Pierre ne lisait plus les journaux. Il était assis dans son appartement avec Aïssata et Mamadou, partageant un repas simple. Des pâtes, une salade, du pain. Mamadou mangeait lentement, comme s'il redécouvrait le goût de la nourriture. Aïssata le regardait avec une intensité douloureuse, comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Pierre à Mamadou. Le jeune homme haussa les épaules. « Je ne sais pas. Trouver du travail. Reconstruire ma vie. Mais personne ne voudra embaucher un type qui a fait 6 mois de préventive, même innocenté. Je te trouverai quelque chose, dit Pierre. J'ai encore quelques contacts. Mamadou le regarda avec méfiance. Pourquoi vous feriez ça? Vous avez déjà tout perdu à cause de nous. Je n'ai pas tout perdu. J'ai perdu ce qui ne valait rien. Mais Pierre n'avait pas fini de payer le prix de ses choix. 2 semaines après le procès, les actionnaires lancèrent une procédure judiciaire contre lui, l'accusant de gestion désastreuse et demandant réparation financière pour les pertes subies par l'entreprise suite au scandale. Ses propres enfants soutenaient activement la démarche. L'audience eut lieu 1 mois plus tard. Pierre se retrouva face à une batterie d'avocats qui démontèrent sa gestion, pointèrent chaque erreur, chaque décision discutable. Il n'avait pas tort surtout. Pierre avait fait des erreurs. Il avait été obsédé par la croissance au détriment de la stabilité. Il avait ignoré les signaux d'alarme concernant Duchesne. Le juge le condamna à payer des dommages et intérêts substantiels. Pour couvrir la somme, Pierre dut vendre ses parts restantes dans l'entreprise, son penthouse, sa voiture de collection. En quelques semaines, il passa de millionnaire à presque rien. Il emménagea dans un appartement modeste du 7e arrondissement de Lyon, 2 pièces avec vue sur un parking. Aïssata et Mamadou l'aidèrent à déménager. C'était surréaliste. L'ancien PDG portant des cartons avec sa femme de ménage et le fils de celle-ci, qu'il avait sauvé de la prison. En posant le dernier carton, Mamadou demanda « Vous regrettez ?» Pierre regarda autour de lui. Les murs nus. Le parquet qui grinçait, l'absence totale de luxe. « Tous les jours », répondit-il honnêtement. Et aucun. 6 mois après le procès de Mamadou, Pierre, Aïssata et Mamadou fondèrent une petite association, Justice Silencieuse. L'objectif, aider les travailleurs précaires victimes d'injustices professionnelles. Offrir un soutien juridique à ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Enquêter sur les abus de pouvoir dans les entreprises. Leur premier bureau était une pièce exiguë dans le quartier de la Guillotière, avec 3 bureaux d'occasion et un ordinateur qui ramait. Mamadou s'occupait des dossiers et des rendez-vous. Aïssata gérait la coordination et l'accueil. Pierre utilisait ses connaissances du monde des affaires pour démasquer les fraudes. Les débuts furent difficiles. Il manquait d'argent, de reconnaissance, de moyens. Mais lentement, leur réputation se construisit. Des employés exploités commencèrent à les contacter. Des victimes d'injustice leur faisaient confiance. Et progressivement, ils remportèrent quelques victoires. 1 an après la création de l'association, Pierre reçut un appel inattendu. C'était Mathilde, sa fille. « Papa ?» Sa voix était hésitante. Pierre sentit son cœur bondir. « Mathilde ? J'ai lu un article sur ton association, sur ce que tu fais maintenant. » Silence. « Je voulais te dire que... » Elle hésita. « Que peut-être j'avais tort sur certaines choses. » Pierre ferma les yeux, la gorge serrée. « Tu n'avais pas tort. J'ai été un père absent, un père qui privilégiait l'argent à tout le reste.
tu avais raison de m'en vouloir. Mais tu as changé. J'ai été forcé de changer. Si je n'avais pas rencontré Aïssata, je serais encore le même. » Un nouveau silence. Puis Mathilde dit doucement, « Est-ce qu'on pourrait se voir, boire un café ?» Pierre ouvrit les yeux. Devant lui, par la fenêtre du petit bureau, Lyon s'étendait sous un ciel gris de novembre. « J'aimerais beaucoup. » Quand il raccrocha, Aïssata leva les yeux de son dossier. « Des bonnes nouvelles ? Ma fille veut me voir. » Aïssata sourit. « Je te l'avais dit, il n'est jamais trop tard. » Mais alors que Pierre commençait enfin à entrevoir une forme de paix, une nouvelle menace émergea. Jean-Marc Duchesne, condamné à 4 ans de prison pour détournement de fonds et faux témoignages, sorti après seulement 8 mois grâce à une réduction de peine pour bonne conduite. Et il n'avait pas oublié qui l'avait fait tomber. Un soir de décembre, alors que Pierre rentrait tard au bureau après une réunion avec un client, il trouva la porte fracturée. À l'intérieur, tout avait été saccagé, les dossiers éparpillés, les ordinateurs détruits. Et sur le mur, tagué à la bombe rouge, « Tu aurais dû me laisser tranquille ». Pierre appela immédiatement la police, puis Aïssata, puis Mamadou. Ils arrivèrent tous les deux en moins de 20 minutes, paniqués. En découvrant les dégâts, Mamadou blêmit. « C'est Duchesne, c'est forcément lui ». La police prit leur déposition mais fut claire. Sans preuve directe, ils ne pouvaient rien faire. Duchesne avait un alibi. Et même s'ils soupçonnaient son implication, légalement, ils étaient impuissants. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Aïssata, les mains tremblantes. Pierre regarda les ruines de leur bureau, le travail d'1 an détruit en une nuit. Et soudain, au lieu de la colère ou du désespoir, il ressentit quelque chose d'inattendu, de la détermination. « On recommence », dit-il calmement. « On nettoie, on rachète du matériel, on récupère les dossiers, et on continue. »« Et s'il revient ?» demanda Mamadou. « Alors on recommencera encore, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'on ne lâchera pas. » Aïssata le regarda longuement. « Vous êtes vraiment devenu fou ?» Pierre sourit. « Probablement. Mais c'est le genre de folie qui donne un sens à ma vie. » Ils passèrent la nuit à tout nettoyer. À 3 heures du matin, épuisés, couverts de poussière, ils s'assirent par terre au milieu du bureau dévasté. Mamadou sortit une bouteille de vin bon marché qu'il avait acheté en chemin. Ils burent au goulot en silence, regardant les dégâts autour d'eux. « C'est pathétique, » dit Mamadou. « Un ancien millionnaire, une femme de ménage et un ex-tolard assis dans un bureau saccagé en train de boire du vin à 2 €. » « C'est surtout pathétique que le vin soit aussi mauvais, » répondit Pierre en grimaçant. Ils éclatèrent de rire. Un rire nerveux, épuisé, mais sincère. Et dans ce rire, il y avait quelque chose que Pierre n'avait pas ressenti depuis des décennies, de la solidarité, de l'amitié, du sens. Aïssata leva la bouteille. À la justice silencieuse, même saccagée, elle ne se tait pas. Ils trinquèrent maladroitement, bouteille contre bouteille. Et à ce moment précis, alors qu'ils étaient assis dans les décombres de leurs rêves, Pierre Valmont réalisa quelque chose de fondamental. Il avait perdu un empire, mais il avait gagné une famille. Pas celle qu'il avait eue par le sang, celle qu'il s'était construite par les choix. L'hiver s'abattit sur Lyon avec une violence inhabituelle. Décembre apporta des températures négatives, une neige sale qui s'accumulait dans les rues et une sensation générale de fin du monde. Ou peut-être était-ce juste l'état d'esprit de Pierre Valmont qui teintait tout de gris. 3 mois après le saccage du bureau, la situation de l'association Justice Silencieuse était catastrophique. Ils avaient récupéré quelques dossiers, racheté du matériel d'occasion, mais l'argent manquait cruellement. Les subventions qu'ils avaient demandées furent refusées, trop petits, trop récents, trop controversés. Le nom de Pierre Valmont, loin d'être un atout, était devenu un boulet. Les institutions ne voulèrent pas être associées à un homme qui avait défrayé la chronique, même si les raisons étaient nobles. Pierre avait vendu ses derniers biens de valeur, sa montre Patek Philippe, ses costumes sur mesure, même la bague en or que son père lui avait léguée. Tout était passé dans l'association. Mais ce n'était pas assez, jamais assez. Un mardi matin glacial de janvier, Pierre se réveilla dans son petit appartement avec une sensation d'étouffement.
Il regarda le plafond fissuré, écouta le bruit des voisins qui se disputaient à travers le mur, et pour la première fois depuis 1 an, il se demanda si tout cela en valait vraiment la peine. S'il n'avait pas tout simplement échangé une prison dorée contre une prison de pauvreté et d'épuisement. Il se leva, fit du café avec la vieille cafetière qui fuyait et consulta ses emails. Un message attira son attention. Expéditeur, Mathilde Valmont. Objet, papa, il faut qu'on parle. Et Pierre ouvrit l'email, le cœur battant. Papa, depuis qu'on a recommencé à se voir, j'ai beaucoup réfléchi. À nous, à ce qui s'est passé, à ce que tu es devenu. Et je dois être honnête, je ne te reconnais pas. L'homme que j'ai en face de moi n'est plus mon père. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus humain, de plus fragile, de plus réel. Mais je vois aussi que tu te détruis, que tu donnes tout pour cette association, pour des gens que tu ne connais même pas, au point de ne plus rien avoir pour toi. Et ça me fait peur, parce que j'ai l'impression que tu cherches à expier quelque chose. Comme si sauver tous ces étrangers pouvait effacer le fait que tu nous as abandonnés, Antoine et moi. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais je voulais que tu saches que je vois tes efforts. Et que même si c'est difficile, je suis fier de ce que tu fais maintenant. Prends soin de toi, s'il te plaît. Mathilde. Pierre relut le message 3 fois. Chaque mot était un coup au cœur. Parce qu'elle avait raison. Il se détruisait. Il donnait tout, non pas par pure générosité, mais par culpabilité. Pour effacer 30 ans d'indifférence, pour prouver qu'il pouvait être meilleur, pour mériter enfin d'exister. Il répondit simplement « Merci, je vais essayer ». Mais il ne savait pas comment. Ce soir-là, au bureau de l'association, Pierre trouva Aïssata en train de pleurer silencieusement devant son ordinateur. C'était rare. Aïssata ne pleurait jamais. Elle était la colonne vertébrale de l'association, celle qui gardait la tête froide quand tout s'effondrait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Pierre en s'approchant. Aïssata essuya rapidement ses yeux. « Rien, juste fatigue. » Aïssata. Elle soupira, ferma l'ordinateur. « On a perdu le dossier Martinez. » Pierre sentit son estomac se nouer. Le dossier Martinez était leur plus gros client, une femme de 53 ans, licenciée abusivement, après 20 ans de service dans une entreprise de nettoyage industriel. Ils travaillaient dessus depuis 4 mois. C'était leur chance de faire jurisprudence, de montrer que l'association pouvait tenir tête à des grosses structures. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avocat adverse a découvert que nous n'avions pas de certification officielle pour offrir du conseil juridique. Techniquement, on opère dans une zone grise. Ils ont menacé de porter plainte contre nous si on continuait. Madame Martinez a eu peur. Elle a préféré accepter leur proposition de règlement à l'amiable. Pierre s'assit lourdement. Combien? 3 000 € pour 20 ans de service et une réputation détruite. Le silence retomba. Mamadou entra à ce moment-là, les bras chargés de dossiers. En voyant leur visage, il comprit immédiatement. Martinez? Aïssata hocha la tête. Mamadou posa les dossiers avec violence. « Putain, tout ça pour rien. »« Pas pour rien, » dit Pierre sans conviction. « On a essayé. »« Essayer ne suffit pas, » explosa Mamadou. « On essaie depuis 1 an, et qu'est-ce qu'on a gagné? 3 dossiers gagnés sur 15. Des bureaux misérables, pas d'argent, pas de reconnaissance. Et maintenant, des menaces de poursuite parce qu'on n'a pas les bonnes certifications. Mamadou, commença Aïssata. Non, maman, je suis fatigué de faire semblant que tout va bien. Regarde-nous, Pierre a tout perdu. Toi, tu travailles 18 heures par jour pour un salaire de misère. Et moi, je suis un ex-détenu que personne ne veut embaucher ailleurs. On joue à quoi exactement? Au justicier? Au sauveur? On ne sauve personne. On survit à peine. Pierre regarda Mamadou déverser sa frustration et reconnut dans ce jeune homme brisé quelque chose de lui-même. La rage de l'impuissance, le poids des bonnes intentions qui ne suffisent jamais. Tu as raison, dit doucement Pierre. On ne sauve personne, ou presque personne. Mais chaque personne qu'on aide, c'est une personne qui ne reste pas seule face à l'injustice.
Et ça doit compter pour quelque chose. Ça compte pourquoi si on coule? Si dans 3 mois, on n'a plus d'argent pour payer le loyer du bureau, si on ferme et que tous les gens qui comptaient sur nous se retrouvent abandonnés. Pierre n'avait pas de réponse. Parce que Mamadou avait raison. Ils étaient au bord du gouffre. Et ils ne voyaient pas comment s'en sortir. Cette nuit-là, Pierre ne rentra pas chez lui. Il resta au bureau, seul, regardant par la fenêtre les lumières de Lyon qui clignotaient dans le froid. Il pensait à tout ce qu'il avait sacrifié. Son empire, sa fortune, ses relations, sa famille, enfin ce qu'il en restait. Et pourquoi? Pour une petite association qui coulait lentement, pour des victoires minuscules noyées dans un océan d'échecs. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Philippe Darmon, l'actionnaire qui l'avait fait virer. « Pierre ?» La voix de Darmon était surprise. « Il est 2 heures du matin. Je sais, désolé, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprendrait. » Un silence. « Qu'est-ce qui se passe? » « J'ai tout perdu, Philippe. Tout. Et je ne sais même pas si ça valait le coup. » Darmon soupira. « Tu veux que je te dise quoi, Pierre? Que tu as fait le bon choix? Que sacrifier ton empire pour une femme de ménage et son fils était noble et héroïque? Non, je veux savoir si tu penses que je suis devenu fou. » Un long silence. Puis Darmon dit quelque chose que Pierre n'attendait pas. « Tu es devenu humain. Pour la première fois depuis que je te connais, tu es devenu humain. Et oui, c'est une forme de folie dans notre monde. Mais peut-être que c'est la seule folie qui vaille la peine. » Pierre sentit les larmes monter. « Je ne sais pas comment continuer. »« Alors arrête. »« Quoi ? » ?»« Arrête de te battre contre le monde entier. Arrête de vouloir sauver tout le monde. Arrête de te punir pour tes erreurs passées. Tu as fait plus que la plupart des gens n'auront jamais le courage de faire. Tu as reconnu tes torts. Tu as changé. Maintenant, accepte que tu es humain, que tu as des limites, que tu ne peux pas tout réparer. » Pierre raccrocha sans dire au revoir. Il resta assis dans l'obscurité, laissant les mots de Darmon résonner en lui. Tu ne peux pas tout réparer. Mais il pouvait essayer encore un peu. Le lendemain matin, Pierre convoqua une réunion d'urgence avec Aïssata et Mamadou. « J'ai pris une décision, dit-il sans préambule. On ferme l'association. » Aïssata le regarda, comme s'il l'avait giflé. « Quoi ? On n'a plus d'argent. On n'a plus de crédibilité. On se tue au travail pour des résultats minimes. Mamadou a raison. On ne peut pas continuer comme ça. »« Alors, on abandonne ?» demanda Mamadou incrédule. « Après tout ça, on abandonne ? Non. On ne ferme pas pour abandonner. On ferme pour se réinventer. » Pierre sortit une chemise cartonnée et la posa sur la table. « J'ai contacté Avocats sans frontières, une grande ONG spécialisée dans l'aide juridique aux précaires. Ils sont intéressés par notre travail. Ils proposent de nous intégrer comme antenne locale lyonnaise. On garderait notre autonomie, mais on aurait leur soutien logistique, leur certification, leur réseau. » Aïssata ouvrit la chemise, parcourut les documents. « Et qu'est-ce qu'on perdrait ? Le nom Justice silencieuse. On deviendrait Avocats sans frontières, Lyon. Et on devrait accepter une supervision de nos dossiers. Plus d'improvisation, plus de zones grises juridiques, tout dans les règles. » Mamadou fronça les sourcils. « Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on ne pourra plus prendre certains dossiers trop risqués, qu'on devra suivre des protocoles stricts. Mais ça veut aussi dire qu'on aura les moyens de nos ambitions, des vrais bureaux, des vrais salaires, une vraie légitimité. » Aïssata regarda Pierre longuement. « C'est ce que tu veux ? Perdre ton indépendance ?» Pierre eut un sourire triste. « Mon indépendance ? Aïssata, je n'ai plus rien, pas d'argent, pas de pouvoir, pas de réseau. La seule chose qui me reste, c'est vous deux et cette association qui coule. Alors oui, je suis prêt à lâcher mon orgueil si ça peut nous donner une vraie chance d'aider les gens. » Mamadou et Aïssata échangèrent un regard, puis Mamadou dit « D'accord, faisons-le. » L'intégration prit 3 mois. 3 mois de réunion, de formation, d'adaptation au protocole d'Avocats sans frontières. Ce fut frustrant, épuisant, mais progressivement, les choses changèrent.
Ils déménagèrent dans de vrais bureaux, au cœur du 3e arrondissement. Ils embauchèrent 2 assistants juridiques. Ils eurent accès à une base de données légale professionnelle. Et surtout, ils commencèrent à gagner des dossiers. Pas tous, mais suffisamment pour sentir que leur travail avait du sens. Un soir d'avril, alors que le printemps recouvrait enfin Lyon de couleur douce, Pierre reçut un appel de Madame Martinez, celle dont ils avaient perdu le dossier des mois plus tôt. « Monsieur Valmont, je voulais vous remercier. » Pierre fronça les sourcils. « Me remercier? Mais on a perdu votre dossier. » « Oui, mais vous m'avez donné le courage de ne pas accepter leur proposition. J'ai trouvé un vrai avocat, grâce au contact que vous m'aviez donné, et on vient de gagner au prud'homme. 30 000 € de dommages et intérêts. » Pierre sentit une bouffée d'émotion l'envahir. « C'est merveilleux, Madame Martinez. Sans vous, j'aurais abandonné. Vous m'avez rappelé que je méritais de me battre. Alors merci. » Quand il raccrocha, Aïssata le regardait depuis son bureau. « Des bonnes nouvelles ? » ?»« Oui, pour une fois. » Elle sourit. « Tu vois, parfois, on ne voit pas tout ce qu'on accomplit. » En mai, Pierre reçut une lettre. L'expéditeur était Antoine, son fils. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Papa, Mathilde m'a dit que tu avais changé. Je ne l'ai pas cru, parce que les gens comme toi ne changent pas. » Les workaholics obsédés par l'argent ne se réveillent pas un matin en se disant qu'ils vont devenir des saints. Mais j'ai fait des recherches. J'ai lu des articles sur ton association. J'ai parlé à des gens que tu as aidés. Et je suis forcé d'admettre que peut-être, juste peut-être, tu es différent maintenant. Je ne vais pas te mentir, je suis encore en colère. Contre toutes ces années où tu n'étais pas là. Contre toutes ces promesses non tenues. Contre tous ces dimanches où je t'attendais et où tu ne venais pas. Mais je suis prêt à essayer, à te revoir, à te donner une chance de me prouver que tu n'es plus l'homme que tu étais. Si tu veux, on pourrait se voir, juste toi et moi, sans Mathilde, sans pression, juste pour parler. Antoine. Pierre plia la lettre soigneusement, les mains tremblantes. Il la rangea dans son portefeuille, contre son cœur. Puis il écrivit une réponse courte. Antoine, je serai là où tu voudras, quand tu voudras. Merci de me donner cette chance. Papa. La rencontre eut lieu un samedi après-midi, dans un petit café du quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Antoine était déjà là quand Pierre arriva, installé à une table près de la fenêtre. Il avait 27 ans, des cheveux longs attachés en queue de cheval, une veste en jean usée et le même regard intense que sa mère. Ils se serrèrent la main maladroitement. Pas d'embrassade, pas de chaleur, juste 2 étrangers qui partageaient du sang. Les 30 premières minutes furent tendues. Des banalités, le café, la météo, Lyon. Puis Antoine coupa court. « Arrête papa, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. » Pierre posa sa tasse. « D'accord, de quoi veux-tu parler ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu changes maintenant et pas quand j'avais 10 ans et que j'avais besoin de toi ?» Pierre inspira profondément. « Parce qu'à 10 ans, tu étais là et je ne te voyais pas. Je ne voyais personne. J'étais aveugle à tout ce qui n'était pas mon travail, mon succès, mon empire. Et qu'est-ce qui a changé ? Une femme m'a volé. » Antoine fronça les sourcils. « Quoi ? Une femme de ménage, Aïssata, m'a volé des documents dans mon coffre-fort pour sauver son fils injustement accusé. Et en la découvrant, en comprenant pourquoi elle l'avait fait, j'ai réalisé à quel point j'étais coupé de la réalité, à quel point j'avais construit ma vie sur l'indifférence aux autres. » Pierre regarda son fils dans les yeux. « Je ne vais pas te mentir, Antoine. Je n'ai pas changé par pure bonté d'âme. J'ai changé parce que j'ai été forcé de voir ce que je refusais de regarder. Et maintenant que je l'ai vu, je ne peux plus revenir en arrière. » Antoine resta silencieux un long moment. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ? Dis-moi, c'est que tu as tout donné pour une femme que tu connaissais à peine et son fils. Tu as perdu ton empire, ta fortune, ta réputation, pour eux. Alors que pour moi, pour Mathilde, tu n'as jamais rien sacrifié, jamais. » Les mots frappèrent Pierre comme des coups de poing, parce qu'ils étaient vrais, terriblement vrais. « Tu as raison, » dit Pierre d'une voix rauque. « J'ai donné plus à des étrangers qu'à mes propres enfants. Et je ne peux pas défaire ça.
Je ne peux pas remonter le temps et être le père que tu méritais. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'être un meilleur homme maintenant. Et espérer que ça compte pour quelque chose. » Antoine essuya discrètement ses yeux. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne te le demande pas. Je te demande juste de me laisser essayer de mériter ton pardon. Un jour peut-être. » Ils restèrent assis face à face, dans ce café bruyant, entourés de gens qui riaient et vivaient leur vie sans se douter du drame silencieux qui se jouait à cette table. Puis Antoine dit doucement « Parle-moi d'elle, de cette Aïssata. » Et Pierre parla. Il raconta cette nuit où il l'avait découverte, les toilettes transformées en chambre, le vol des documents, le fils en prison, la bataille juridique, la chute. Et comment, au milieu des ruines, il avait trouvé quelque chose qui ressemblait à une famille. Antoine écouta sans l'interrompre. À la fin, il dit « Tu l'aimes ?» Pierre hésita. « Pas de la façon dont tu le penses. Mais oui, je l'aime. Comme on aime quelqu'un qui vous a sauvé la vie sans le savoir. Et Mamadou, c'est comme le fils que je n'ai jamais su être pour toi. » Le silence retomba. Puis Antoine tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle de son père. « Je suis content que tu les aies rencontrés. Vraiment. Parce que sans eux, tu serais probablement mort seul dans ton penthouse. » Pierre serra la main de son fils, incapable de parler. L'été arriva, chaud et lumineux. L'association Avocats sans frontières, Lyon, fonctionnait bien. Ils avaient traité 53 dossiers en 6 mois, gagné 32. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Un soir de juillet, Pierre, Aïssata et Mamadou fermèrent les bureaux et décidèrent d'aller dîner ensemble dans un restaurant du Vieux-Lyon. Rien de fancy, juste une petite brasserie avec des tables en terrasse. Ils commandèrent du vin, des plats simples, et pour la première fois depuis longtemps, ils ne parlèrent pas de travail, ils parlèrent de vie. Aïssata raconta son enfance au Mali. Mamadou parla de ses rêves d'ouvrir un jour sa propre librairie. Pierre évoqua sa réconciliation progressive avec ses enfants. À un moment, Mamadou leva son verre. « À nous, 3 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui pourtant forment une putain de bonne équipe. » Ils trinquèrent. Aïssata sourit. « Une putain de bonne équipe, très éloquent, Mamadou. »« J'ai appris du meilleur, » dit-il en désignant Pierre. Pierre rit. « Je n'ai jamais dit putain de ma vie. » Menteur. Ils rirent ensemble, et dans ce rire, il y avait une légèreté que Pierre n'avait pas connue depuis des années. Pas de tension, pas d'arrière-pensée, juste de la joie simple et sincère. En rentrant ce soir-là, Pierre s'arrêta sur le pont Lafayette et regarda le Rhône couler sous les lumières de la ville. Lyon était belle, la vie était belle, pas parfaite, pas facile, mais belle. Son téléphone vibra, un message de Mathilde. « Papa, est-ce que tu serais libre dimanche prochain ?»« Antoine et moi aimerions qu'on déjeune ensemble, tous les 3. » Pierre répondit immédiatement. « Oui, bien sûr, merci. » Le déjeuner avec Mathilde et Antoine eut lieu dans un restaurant végétarien du 6e arrondissement. Le choix d'Antoine. Ce fut étrange, maladroit par moments, mais aussi étonnamment. Normal. Ils parlèrent. Pas de tout, pas des blessures profondes, mais des petites choses, des films, des livres, de Lyon, de la vie. À la fin du repas, Mathilde dit quelque chose qui bouleversa Pierre. « Tu sais, papa, je ne vais pas prétendre que tout est réglé entre nous. Ça va prendre du temps, des années peut-être. Mais pour la première fois, j'ai l'impression de parler à un être humain et pas à une machine à gagner de l'argent. » Antoine ajouta « Ouais, t'es toujours un peu chiant, mais au moins t'es humainement chiant maintenant. » Pierre rit. « Je vais prendre ça comme un compliment. » En quittant le restaurant, Mathilde l'embrassa sur la joue. Antoine lui serra la main, puis se ravisa et le prit dans ses bras maladroitement. Pierre ferma les yeux, serrant son fils contre lui, et pour la première fois depuis des décennies, il se sentit père. Septembre arriva. 1 an jour pour jour depuis cette nuit où Pierre avait découvert Aïssata dans les toilettes du 23e étage. Pour marquer l'anniversaire, Pierre organisa une petite cérémonie dans les bureaux de l'association. Il invita tous les clients qu'ils avaient aidés au cours de l'année.
une vingtaine de personnes se pressaient dans la petite salle de réunion. Des visages fatigués mais souriants, des mains qui se serraient, des histoires qui se croisaient. Pierre prit la parole, mal à l'aise face à tous ces regards. Je ne suis pas doué pour les discours, mais je voulais juste dire merci. À vous tous, parce que vous m'avez rappelé pourquoi ça valait la peine de se battre. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, mais pour la dignité, pour la justice, pour le simple droit d'exister sans être écrasé. Il se tourna vers Aïssata et Mamadou. Et surtout, je veux remercier ces deux personnes qui m'ont sauvé la vie sans le savoir, qui m'ont montré qu'il n'est jamais trop tard pour devenir quelqu'un de meilleur. Aïssata s'approcha de lui et dit simplement « Tu nous as sauvés aussi, Pierre, on est quitte. » Mamadou ajouta « Ouais, mais on est surtout une famille maintenant, une famille bizarre, bordélique, mais une famille quand même. » Les applaudissements éclatèrent, modestes, sincères. Cette nuit-là, Pierre rentra dans son petit appartement. Il s'assit sur le canapé usé, regarda autour de lui les murs qui s'écaillaient, les meubles de récupération, l'absence totale de luxe, et réalisa quelque chose de fondamental. Il était heureux. Pas du bonheur éclatant des contes de fées, pas de la joie facile des fins heureuses, mais d'un bonheur profond, solide, ancré dans la réalité. Le bonheur de se lever chaque matin avec un but, le bonheur de regarder les gens dans les yeux sans honte, le bonheur de dormir la nuit sans être hanté par les fantômes de ses propres choix. Il sortit de son portefeuille la photo froissée de Mamadou que Aïssata lui avait montrée cette nuit-là, il y a 1 an. Le jeune homme souriant, plein d'espoir, devant la boutique Valmont. Pierre l'avait gardé, comme un rappel de ce qu'on pouvait perdre, de ce qu'on pouvait sauver. Son téléphone vibra, un message de Mathilde. « Papa, merci pour le déjeuner. Antoine et moi avons parlé. On aimerait que tu viennes à Noël cette année, chez moi, en famille. » Pierre regarda le message longuement, puis il répondit « J'y serai, promis. » Et cette fois, il savait qu'il tiendrait sa promesse. 2 ans plus tard, un article parut dans Le Progrès. Pierre Valmont, du penthouse au terrain, portrait d'une chute qui ressemble à un envol. L'article racontait son histoire. Pas de manière héroïque, pas de manière dramatique, juste factuelle. Un homme riche qui avait tout perdu pour défendre une employée et son fils. Un empire qui s'était effondré, une famille qui s'était reconstruite, une association qui aidait, modestement mais sincèrement, ceux qu'on n'écoutait jamais. Le journaliste concluait « Quand on demande à Pierre Valmont s'il regrette ses choix, il répond avec un sourire fatigué, tous les jours, et aucun. » Ce paradoxe résume peut-être mieux que tout discours la complexité d'une vie qui a choisi l'humanité plutôt que le confort. Pierre lut l'article assis dans son bureau, Aïssata et Mamadou à ses côtés. Quand il eut fini, il posa le journal et dit « Ils ont oublié quelque chose. »« Quoi ?» demanda Mamadou. « Que je n'ai pas choisi l'humanité. Vous me l'avez imposé, et je vous en serai éternellement reconnaissant. » Aïssata sourit. « Arrête avec tes grandes déclarations. On a du travail. 3 nouveaux dossiers sont arrivés ce matin. » Pierre se leva, enfila sa veste, une veste ordinaire, achetée chez Monoprix, pas chez un tailleur italien. Alors au boulot. Épilogue. 5 ans après cette nuit de décembre où tout avait basculé, Pierre Valmont marchait dans les rues de Lyon sous une pluie fine d'automne. Il avait 57 ans. Des cheveux gris, des rides profondes autour des yeux, des mains calleuses par le travail manuel qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se rendait à un rendez-vous, pas professionnel, personnel. Il poussa la porte d'un café de la Croix-Rousse. À l'intérieur, autour d'une grande table, l'attendaient Aïssata et Mamadou, bien sûr, mais aussi Mathilde et Antoine. Et 2 nouvelles têtes, la compagne de Mamadou, une jeune femme pétillante prénommée Léa, et le petit Théo, 2 ans, le fils de Mathilde. Pierre s'assit, embrassa tout le monde, prit le petit Théo sur ses genoux. L'enfant rit, attrapa ses lunettes, les tordit. Pierre ne dit rien, il sourit juste. « Tu es en retard, papa, » dit Mathilde. « Désolé, un dossier compliqué. Tu dis toujours ça, parce que c'est toujours vrai. »
Ils commandèrent à manger, parlèrent de tout et de rien. Des projets de Mamadou pour sa librairie qui ouvrirait enfin au printemps. Du nouveau poste de Mathilde dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit social. De la tournée d'Antoine avec son groupe de musique. À un moment, Aïssata leva son verre. À Pierre, qui nous a tous sauvés sans le vouloir. Non, corrigea Pierre. À nous, qui nous sommes sauvés les uns les autres. Ils trinquèrent. Le petit Théo renversa son verre d'eau. Tout le monde rit. Et dans ce rire, dans ce chaos joyeux d'une famille recomposée par les hasards de la vie, Pierre Valmont trouva enfin ce qu'il avait cherché pendant 52 ans sans le savoir. Une raison de vivre qui n'avait rien à voir avec l'argent. Une famille qui n'avait rien à voir avec le sang. Et une paix qui n'avait rien à voir avec le succès. Enfin, leçon finale. Pierre Valmont avait appris la vérité la plus dure et la plus belle de toutes. On ne devient pas meilleur parce qu'on le décide. On devient meilleur parce qu'on est forcé de voir ce qu'on refuse de regarder. Parce que quelqu'un nous vole nos certitudes. Parce que la vie nous met à genoux et qu'on doit choisir entre rester au sol ou se relever différent. La richesse ne vous éloigne pas des autres. C'est l'indifférence qui le fait. Et parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais les gens qui vous voient quand vous êtes invisible et ceux que vous apprenez enfin à voir.